Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Stanislas Rigaud, vous pétez le siège dès que vous arrivez dans le studio, vous. C'est dingue. Et je suis en pleine forme également. Bonjour Qu'est-ce Maud. qui vous arrive? C'est des écoutez, chaises de bistrot vous en avez même un temps. petit cadeau qui vous attend à la sortie de l'émission. C'est mignon ça. Oui. Oh, Stanislas Nougat. bah, dis donc, Alors qu'est-ce qui là, se passe Vous allez Enfin, voir, c'est... vous avez quelque chose à vous faire pardonner? aucunement, mais Maïs reçoit énormément de fleurs dans votre émission. Bah voilà, il y a un indice. Et puis, étant donné que c'était votre anniversaire la semaine dernière, Oh, mais vous êtes et trop que je n'avais gentil. pas pris le temps de vous offrir un cadeau, bah, Vous êtes adorable, l'occasion de faire Stanislas. une pierre de coups. On aime bien vous recevoir, vous savez. Ne vous y habituez pas trop non plus. Qu'est-ce Mon que ça veut porte-monnaie dire? va le ressentir. Bon, Stanislas Rigaud, je vous laisse peut-être amorcer avec un sujet de votre choix. Bah écoutez, il se trouve que je relisais La clause du peuple de Patrick Buisson, vous allez croire que c'est Oui. une obsession, mais je le relisais il y a de ça quelques jours, et je suis tombé sur le chapitre 5 de La clause du peuple, qui est le temps des médiagogues. Et les médiagogues, c'est Patrick Buisson qui explique le quinquennat Sarkozy, et qui explique que Sarkozy, comme une grande partie de la classe politique française, ne se soumettait non plus aux instincts du peuple, mais aux instincts médiatiques. Donc il fait le distinguo entre les démagogues et les médiadogues, donc terme qu'il emploie pour désigner cette classe politique nouvelle. Et en lisant ce chapitre, et en relisant ce livre en règle générale, on ne peut s'empêcher de faire une comparaison avec ce qui se passe actuellement. À savoir, nous avons un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a un discours extrêmement ferme à l'égard des questions identitaires, sécuritaires et même conservatrices, puisqu'il est arrivé sur le plateau de M. Rochebain en assumant d'avoir été contre le mariage pour tous, Ouais. de l'être toujours d'ailleurs, sans d'ailleurs créer des mules dans la société. Preuve en est que quand on assume ses idées, il n'y a pas des pluies de sauterelles qui s'abattent sur notre personne. Mais s'oppose à ce moment-là le système médiatico-politique. C'est-à-dire que les Français, en grande majorité, je suis venu avec quelques chiffres, mais vraiment que tout le monde connaît, mais pour me le rappeler, pour rappeler à vos auditeurs, mais 80% des Français disent qu'il ne faut pas accueillir plus de migrants. Y a-t-il trop d'immigration en France? Oui, à 65%. Pensez-vous que l'immigration extra-européenne est un danger pour la France? Oui, à 66%. Ouais. Êtes-vous conscient qu'il y a un grand emplacement en France? 70%, etc. etc. Mm. Pourtant, après les déclarations de Bruno Retailleau, alors qu'une immense majorité de Français est d'accord avec ces constats et avec les solutions, le petit monde médiatico-politique, lui, s'insurge et lui veut faire taire Bruno Retailleau, et lui, ce petit monde-là médiatico-politique, veut s'y opposer. Et le défi qui attend M. Retailleau, qui fait une bonne entrée en matière sur son discours, sur les solutions qu'il propose, va devoir engager un bras de fer. Et la question qui va se poser à lui, c'est: veut-il être le ministre de l'Intérieur le plus populaire de la Ve République en agissant concrètement et en prenant des risques et en s'opposant au système médiatico-politique, ou alors veut-il être le ministre de l'Intérieur de la place Beauvau, le plus populaire auprès des médias? Le seul conseil, je n'en ai pas beaucoup à donner à M. Retailleau, mais si j'avais un conseil à lui donner, c'est préférer les instincts du peuple aux instincts médiatiques, et je vous assure que M. Retailleau, d'ici quelques années, vous serez sûrement gratifié et encensé. À l'inverse, si vous décidez de plaire à cette petite caste, vous serez renvoyé dans les abîmes de l'histoire et coupable d'évidemment beaucoup de drames. Excellente conclusion. Merci Stanislas Écoutez, Rigaud. merci beaucoup, c'est parce que j'ai apporté des fleurs, c'est ça? Ah ouais, c'est pour ça. Vous avez coupé le jingle. Ah mince. Bon, enfin. Qu'est-ce qui se passe? L'addition. Non, il n'y a pas de problème. Mais c'est très intéressant ce que vous venez de dire justement sur ces deux aspects-là. Et moi, je voulais rebondir sur effectivement ce discours de Michel Barnier qui est un peu entré en rupture avec celui de Bruno Retailleau, qui était effectivement très ferme. Il a évoqué un référendum sur l'immigration, etc. Ce qu'elle n'a pas évoqué Michel Barnier, qui a même répondu à ce que disait la gauche en voyant arriver effectivement ce ministre et d'autres jugés trop conservateurs, etc., PMA, GPA, Manif pour tous. Donc on avait le sentiment que Michel Barnier était là pour rassurer cet électorat et ses représentants politiques de gauche, mais pas du tout pour soutenir son nouveau ministre de l'Intérieur. Alors, ce qui est compliqué pour Michel Barnier, c'est qu'il est obligé de composer Oui. avec une assemblée nationale on ne peut plus éclatée, ou en tout cas un peu plus différente, et qu'il a quand même fait ce choix du en même temps. C'est un nouveau en même temps, ce que fait Michel Barnier, avec Didier Migaud à la justice et Bruno Retailleau à l'intérieur. Moi, ce que je constate avec Michel Barnier hier, c'est qu'il n'a pas dit grand-chose. En réalité, il a dit deux choses. La première, c'est la hausse du SMIC, mais en réalité, c'est une hausse du SMIC anticipée de 27 euros par foyer, mais il l'anticipe de 2 mois. Et la deuxième chose, c'est qu'il y aura bel et bien une hausse d'impôts. Et d'ailleurs, on voit que les convictions de certains sont quand même très légères, puisque beaucoup avaient expliqué que c'était une ligne rouge, et en réalité, il n'en sera rien. Mais après, c'est une phrase pour le coup d'Alexis Corbière. Ce que j'ai surtout remarqué, c'est que
c'était long et quand c'est long et qu'on n'a pas grand chose à dire, en général, ça devient un discours ennuyeux. Et c'est Alex Corbière qui le dit, et je trouve qu'il a pour une fois raison. Mais il y a eu beaucoup de renoncements de part et d'autre, hein, à gauche comme à droite, sur des pseudo-motions de censure qui devaient être votées, finalement non. Après, Michel Barnier a effectivement appelé au compromis, c'est-à-dire qu'il a accepté quand même de composer avec tout le monde. C'est ce qui va se passer là, c'est finalement ce qui se profile. Il n'y aura pas de réelle opposition, même si en même temps on se dit que Michel Barnier n'arrivera jamais à gouverner face à un tel hémicycle. Il n'arrivera jamais à diriger peut-être, à gouverner sûrement. Après, la question qui se pose pour les oppositions, c'est ils peuvent le censurer s'ils le souhaitent. Mais à quoi bon? Il n'y aura pas d'élection avant un an. Oui, on aura de nouveau 50 jours ou 60 pour mettre en place un nouvel gouvernement. Macron va jouer la montre. On va attendre un an, ce sera le bazar. Je pense qu'il peut y avoir une vraie montée de l'antiparlementarisme dans ce pays, agacer des jeux d'appareils, des jeux de couloirs. Donc c'est vrai que les oppositions sont dans un cas quand même assez compliqué. Et participent-ils au bordel ambiant installé par la France Insoumise ou veulent-ils jouer l'institutionnalisation? C'est pour l'instant le pari du Rassemblement National qui obtient un minima dans le discours des gages. Y en aura-t-il dans les actes? C'est encore un autre sujet. Et puis si on n'est pas non plus justement pour le coup trop démago, il est compliqué de juger l'action d'un gouvernement l'espace de 3 à 4 mois, si on est très honnête. C'est-à-dire qu'on aimerait tous que ça aille très 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 vite. Mais ne soyons pas non plus dupes et hypocrites à l'égard de nos éditeurs. Ce matin, je posais la question à Anne Mansouri, qui ressort satisfait finalement de ce discours de politique générale, et elle nous a répondu Emmanuel Macron, finalement, qui regarde ça de loin, de haut. Et là où Michel Barnier a été plutôt habile, c'est que personne n'en ressort très content. Alors peut-être Emmanuel Macron, mais personne n'en ressort non plus particulièrement agacé ou énervé. C'est-à-dire qu'il a réussi à ménager un peu la chèvre et le fou, comme on dit. On sent que l'une des priorités du RN, avec des visées électorales de long terme, c'est d'être respecté et d'être considéré comme un parti comme les autres. Chose plutôt réussie pour le moment. Pour LFI, il a parlé de la hausse du SMIC, à minima pour les électeurs LFI en tout cas. En parlant de la hausse du SMIC, il leur fait un clin d'œil. Pour le Rassemblement National et le Modem, il parle de la proportionnelle. Et pour le gouvernement Attal, il s'inscrit dans une sorte de continuité politique qui lui permet de les maintenir un petit peu. Mais le fait que, par exemple, qu'il n'y ait pas eu de, pardon de l'anglicisme, standing ovation à la fin de son discours. Ovation, oui, tout simplement. On va vous aider, c'est vrai, c'est ovation, oui. Mais c'est toujours plus... Ça me permet de travailler mon anglais ce matin. Non, mais le fait qu'il n'y ait pas eu d'ovation en dit quand même long sur son discours. Gabriel Attal qui l'a bien taclé au passage, Michel Barnier. Mais il y avait quelques balles perdues quand même, du latéral, droite à gauche. Panot s'en prend une très belle, et Gabriel Attal a été renvoyé dans ses 22. Attends, il y a de la surface avec Panot. Marie Félicon. Un mot lors du discours de politique générale de Michel Barnier, il a observé une minute de silence pour Philippines. Je note ceci parce que c'est important. Il y en avait eu une pour Naël, on s'en souvient, l'année dernière, suite aux émeutes, avant les émeutes, suite à sa mort en refus d'obtempérer. En revanche, il n'y en avait pas eu pour Lola. Seul le RN s'était rassemblé devant l'Assemblée nationale lorsqu'elle a été tuée pour observer cette minute de silence, mais l'entièreté de l'hémicycle ne s'était pas rassemblée. Je trouve que c'est important de noter que peut-être les mentalités ont changé puisque l'ensemble des députés et le gouvernement est prêt à observer une minute de silence pour une nouvelle victime de l'immigration hors contrôle. Voilà. C'est vrai, mais je pense que l'affaire Philippines, pour faire une petite déviation, en dit quand même long sur ce qui se passe dans la société, puisqu'en 2022, vous l'avez dit, il n'y a pas eu de minute de silence. Et parler du cas Lola était vraiment c'était s'assurer d'être conspué, d'être attaqué extrêmement violemment. Reconquête a été à l'époque avec Éric Zemmour monté très fort et très haut en parlant de francocide et en expliquant que ce qui se passait était absolument scandaleux et expliquant qu'il fallait évidemment manifester son soutien pour Lola. À l'époque, nous étions des parias. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a une minute de silence. C'est-à-dire que j'ai le souvenir de quelques plateaux et d'Éric Zemmour et pour le coup de votre humble serviteur sur le sujet en expliquant qu'il n'y aurait pas de minute de silence ni pour Thomas ni pour Lola. On nous regardait comme des espèces de fous. Et aujourd'hui, un gouvernement centriste, on va dire, pour pas prendre trop de risques, en fait une à l'Assemblée nationale. Parce que, encore une fois, et c'est une des leçons, et je pense que c'est vraiment moi, c'est l'âge de mon année de toute façon. Il ne faut jamais reculer, et il faut arrêter de se tricardiser nous-mêmes. Il faut avancer, et puis à la fin, ça paye. C'est-à-dire que il faut tenir sa ligne en permanence. La gauche l'a bien compris, et c'est à nous, à droite, maintenant, de ne plus jamais reculer face aux grandes leçons de la gauche. Et c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure sur Bruno Retailleau, et j'espère qu'il sera dans cette même optique, ne pas reculer face aux hyènes
du système et aux hyènes d'extrême gauche. Alors on va parler de Philippine et Kylian, bien sûr, juste après. Pour revenir au discours de politique générale de Michel Barnier, vous, qu'est-ce que vous retenez malgré tout de positif parmi les annonces, là peut-être, qui restent? Non, je vous sens... non, pas du tout. Non, pas grand-chose de positif. Je vous dis franchement, il n'est pas allé vraiment dans le détail. C'était, le terme général est approprié dans ce cas très précis. Non, s'il rapporte, et là c'est une question de forme, il rapporte un peu d'élégance à la vie politique française, qui ne fait pas de mal, très honnêtement et très franchement. On l'a vu dans ses réponses aux différents présidents de groupe. Mais sur le fond, c'est compliqué de se satisfaire de grand-chose, encore une fois. Franchement, on va voir ce que ça donne dans les faits. Mais en tout cas, il n'y a pas quelque chose où je me suis dit « Ah oui, bon, là-dessus, je suis vraiment heureux ». Concernant Bruno Retailleau, admettons, pour revenir à ce que vous disiez au tout début, qu'il veuille vraiment faire de la politique et non pas plaire effectivement à une frange de la population ou de l'électorat. En plus, il a vraiment le contre-exemple de Gérald Darmanin pour le coup, juste avant lui. Est-ce qu'il aura les moyens d'appliquer sa politique ? Le ministre de l'Intérieur a des moyens qui sont à sa disposition, qui ne nécessitent même pas l'approbation de l'Assemblée nationale. Les OQTF, typiquement, il peut les appliquer. C'est évidemment en lien avec le garde des Sceaux, mais il peut les appliquer. Il peut très bien, et ça a été d'ailleurs il en a lui-même parlé, il a parlé de ce qu'il pouvait faire et mettre en place aujourd'hui sur la durée de détention des personnes à expulser. Il peut la rallonger. L'Union européenne d'ailleurs nous le permet. C'est toujours aussi un peu le sujet, c'est qu'on nous explique qu'on ne peut pas faire certaines choses à cause du droit et qu'il faut légiférer de nouveau. Mais si on applique, franchement, si Bruno Retailleau n'appliquait que le droit déjà en place, honnêtement, de grandes choses pourraient être faites. On l'a vu encore une fois, mais l'exemple de Philippine ou même d'un Kylian, c'est l'exemple parfait qu'il n'y a rien à légiférer de nouveau. C'est juste de la fermeté à remettre en place. Et en un mot, l'autre chose qu'il peut évidemment faire, et je crois qu'il commence à le faire, puisqu'il est à Naples pour le sommet, enfin le G7 des ministres de l'Intérieur, il peut évidemment aller travailler à l'international, parce que ça concerne la justice, le Quai d'Orsay et l'Intérieur, aller voir les pays du Maghreb, aller voir les pays étrangers, et engager un rapport de force. Et ça, il peut le faire, Bruno Retailleau. C'est d'ailleurs ce que vient de dire Stanislas Rigaud, Fabrice Légéry à notre antenne hier, mais à l'échelle européenne, pour le coup, je lui demandais si les traités européens, justement, nous empêchaient d'agir sur les questions migratoires. Lui, à l'époque, en tant que directeur de Frontex, puis aujourd'hui, en tant que député européen, est-ce qu'il l'observait? Il me disait, non, la loi, si elle est appliquée, permet évidemment la protection des peuples européens, la défense de nos frontières. C'est l'interprétation qu'en fait la Commission européenne qui nous empêche d'agir avec ce souci d'humanisme qui n'en est effectivement pas un. C'est intéressant. Voilà. Sinon, sur les questions migratoires, sur le discours de politique générale de Michel Barnier, je rappelle peut-être pour nos auditeurs quelques points quand même qu'il a abordés. Il a parlé de l'instauration éventuelle, alors évidemment, c'est pas encore à l'ordre du jour, mais éventuelle de peines courtes. C'est aussi ce que proposait d'ailleurs Thibault de Montbrial, par exemple, pour le citer. La restriction aussi de visa, évidemment, pour arriver à négocier les expulsions des personnes d'ailleurs sous OQTF. Et puis enfin, il a parlé aussi de la maîtrise de l'intégration, c'est-à-dire une fois qu'ils sont là, comment faire pour les intégrer au peuple français. C'était intéressant d'en parler. Et enfin, il a parlé des mineurs. Je pense que c'est important aussi de le dire. Il a mis sur la table le sujet de l'excuse de minorité pour en finir peut-être avec cette excuse de minorité et donc arriver à des comparutions immédiates de mineurs délinquants de plus de 16 ans et arrêter de leur donner des excuses sans fin. Tout ça, c'est très positif. C'est évident. Mais comme vous l'avez dit, il parlait à chaque fois, il y a un peu le mot éventuellement qui revient à la bouche du Premier ministre. On espère qu'il le mettra en place. Et parce que c'est évidemment des questions du genre, mais sur l'intégration, très intéressant. Si on veut intégrer réellement ceux qui sont déjà en France, des gens qui sont d'ailleurs français de papier pour certains, ça passe par l'exemple. Ça passe par l'exemple, c'est en étant très ferme, c'est pour calmer les uns les autres. Et pour citer Sarah Knafo, elle prenait cet exemple-là intéressant, mais le cousin qui est renvoyé dans son pays, ça va calmer toute une smala, comme on dit. Non mais la vérité, c'est qu'on se dit, ah oui, en fait, l'État français ne rigole plus. On sait que vous avez sûrement toutes voyagé, on sait qu'il y a des pays où on n'a globalement pas trop intérêt à faire n'importe quoi. Et sur les mineurs, toujours, Sarah Knafo, et je trouve que l'exemple était bon. Demain, un mineur français se retrouve au Maroc, un mineur de 16 ans, enfin un français de 16 ans se retrouve au Maroc, mais il serait inconcevable que l'État français dise, gardez-le, très bien. La place des mineurs, c'est chez leurs parents. Non mais, en fait, si on inverse toujours les mêmes choses... moi, on apprend que votre petit frère, votre petite sœur, je sais que vous n'avez pas de petite sœur, mais quelqu'un de votre famille se retrouverait au Maroc ou dans n'importe quel pays. Je pense que l'État français en personne, en son nom propre, irait le chercher en disant non, on n'a pas laissé nos ressortissants
se balader tout seul dans un pays sans moyens, quoi. Enfin, C'est vrai que ça pose toutes les questions des mineurs isolés, effectivement, et de leur place sur notre vraiment territoire. mineur. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on parle de l'immigration comme d'un sujet qui est devenu vraiment un sujet dont tout le monde parle, en fait. À quel moment ça a basculé, ça? Parce que même pendant la campagne présidentielle où Éric Zemmour en avait fait son sujet majeur aussi, ça gênait. Enfin bon, c'est aussi une façon de le cibler lui, voilà. Mais à quel moment ça a basculé tout ça? Bah, je crois vraiment. Alors, il y a un travail fait par énormément de personnes, et des personnes d'ailleurs qui ont tenu la ligne, je pense qu'il faut Ouais. le rappeler, des gens du Front National à l'époque, qui malgré justement les procès en sorcellerie, sont restés droits. Mm. Je crois que la campagne Sarkozy 2007 a aidé là-dessus, la campagne et non pas la présidence. Et puis oui, en effet, le travail d'un Éric Zemmour pendant 9 mois de campagne présidentielle, en étant jamais sur le recouloir sur ces idées-là, et ben au bout d'un moment, ça paye. C'est-à-dire que l'avantage d'une présidentielle pour nos éditeurs, en tout cas c'est mon avis, c'est qu'on a vraiment le temps de 6 à 9 mois, à minima 3-4 mois, où les Français sont réellement Ouais. concernés, tout le peuple qui regarde ce qui se passe. C'est l'élection qui intéresse le plus, on le sait, c'est l'élection où on peut vraiment avancer des sujets. Fracture sociale avec Chirac à une époque, contre la finance de François Hollande en 2012, et les présidentielles se jouent souvent sur un thème. Et je crois que le thème de 2022, qu'on le veuille ou non, c'est l'opposition idéologique entre Zemmour et Mélenchon, alors qui ne s'est pas transformé électoralement, mais Mm. en tout cas qui s'est mise en place. Et puis la deuxième chose, récemment, c'est évidemment les drames du quotidien. Parce qu'on a parlé de Philippines la semaine dernière, on va parler de Kylian. Oui. C'est malheureusement du quotidien. Il y a quelques affaires qui deviennent médiatiques et dont tout le monde parle. Mais par exemple, l'affaire Crépol, je me souviens, je m'étais amusé, non, mais j'avais fait des recherches sur le nombre de razzias mises en place. En fait, il y en a eu des dizaines Mais d'entre bien eux sûr. dont personne n'a parlé. À des Ouais. mariages où Mm. des Marocains ou des Algériens sont venus attaquer le marié. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte quand même. Enfin, ça Non, mais doit c'est de la être à folie. une de TF1. Oui, bien sûr. On va passer au sujet suivant, mais j'aimerais vous poser une question. Alors, si nos auditeurs ont bien suivi la matinale, normalement, ils devraient avoir retenu cette phrase. Qui a dit hier, en réaction évidemment au discours de Michel Barnier, le discours de Michel Barnier est une tisane là où on a besoin de chirurgie. Alors, tisane, alors qu'on a besoin de chirurgie. Ouais. Il est chauve. Non, bah, je sais pas, c'est peut-être un peu violent D'accord, comme et- indice. Et il vient des Alpes-Maritimes. Eh oui. Eh oui. Ah, vous Et êtes c'est trop Monsieur fort. Ciotti. Ah Non, bah voilà. là là, mais Ouais, quel je l'ai pas talent. entendu dire ça. C'était une réaction en fait à l'antenne de, je sais plus, peut-être BFM, LCI, ouais, TF1, bon. enfin, BFM, oui, Je sais enfin, pas, bref. je sais pas. Oui, oui, non, mais quelque chose comme ça. Chez nos concurrents, bien Tisane, c'est sûr. amusant. Ouais. Oui, c'était mignon. Ouais, Bon, c'est voilà. mignon. Moins mignon, du coup, on parlait de Philippines et on va parler de Kylian également. Cette histoire vraiment, alors qui fait penser forcément à, du coup, à Crépol, en fait. Hein. Sortie de boîte de nuit, un Algérien s'en prend. Alors, on n'a pas encore toutes les circonstances de cette bagarre, mais en tout cas, c'est terminé dans un bain de sang. Kylian, 17 ans, a été tué à coups de couteau dans le cou par un Algérien de 22 ans. Un autre suspect a été arrêté, placé sous OQTF. Ça change. Moi, je voudrais vous faire réagir alors à ça, évidemment, mais on en a déjà beaucoup parlé, mais à la réaction de la gauche aussi. Parce que là encore, on l'entend pas. Et on a eu, par exemple, l'exemple de Adnan Mansouri qui avait organisé une nuit de silence à Vienne. Et ça, vous l'avez vu aussi avec ces manifestants d'extrême gauche qui viennent interrompre cette minute de silence. Mais en fait, comment on peut en arriver là, quoi? On est en train de tout politiser, mais négativement, quoi. Ouais, bien sûr. Écoutez, déjà évidemment, j'apporte tout mon soutien à Adnan Mansouri et à toutes les personnes qui ont organisé des minutes de silence. Je sais qu'aussi à Angers, notamment, je crois, avec Jean-Eudes Gana, ils ont organisé une manifestation, un rassemblement où il y avait aussi des militants d'extrême gauche présents pour les conspuer. C'est là, on en arrive à un point où réellement il y a une préférence étrangère de la part de ces gens-là. C'est-à-dire qu'objectivement, ils n'auraient qu'une chose à faire s'ils veulent conserver leur électorat et s'ils veulent ne pas nous faciliter, c'est de se la fermer. Et là, ils vont encore plus loin dans l'ignominie. C'est-à-dire que non seulement ils se taisent pour avoir des réactions sur le cas des victimes, et pire que ça, ils s'attaquent à ceux qui veulent simplement rendre hommage. Mais je crois qu'on ne se rend pas compte, encore une fois, de la folie, mais à l'enterrement du jeune Naël, des militants d'extrême droite se seraient pointés pour huer en disant « Retourne chez toi, t'avais pas à être là ». Je ne sais pas si on se rend compte de la polémique que ça ferait. Je pense que le président de la République en personne aurait réagi. Donc ça devient scandaleux. Le seul point que j'aime à noter, c'est qu'une partie de la gauche, Sandrine Rousseau, Roussel, Desfontaines, on réagit quand même même. réagi et n'ont pas pu cette fois faire fi de la question de l'OQTF. Lucie Castet elle-même a quand même rétropédalé sur sa question des régularisations. Alors, je ne dis pas que c'est merveilleux et qu'on est en train de droitiser à gauche. Simplement parce qu'encore une fois, je maintiens là-dessus, je reviens là-dessus, on ne recule pas et on est de plus en plus solide sur nos fondamentaux.
on les oblige eux aussi à être dans des corners. Et pour avoir beaucoup suivi les émissions suite au drame de Philippine et Kylian, même les présentateurs télé, les journalistes, etc., sont obligés de constater que ce qui se passe là, c'est pas des faits isolés. C'est-à-dire que certains, je sais que sur votre antenne, je crois d'ailleurs, Arthur de Vatrigan dit que ce n'était pas un fait de société, c'était un choc de civilisation. Je sais plus comment il l'a. Oui, mais. Voilà, nous, Éric Zemmour parle de francocide, etc. Je pense qu'on est en train de prendre conscience collectivement des drames qui sont en train de se jouer. Et maintenant, encore une fois, plus qu'à la politique de mettre tout ça en place. Oui, c'est l'influence de la sémantique. Alors, il faut quand même noter qu'au départ, lorsqu'on a appris le meurtre de Philippine et l'identité du suspect, de l'auteur présumé, ça a été difficile pour les journalistes au départ de prononcer le mot OQTF, rien que ça. Adèle Rosner. France 2 qui n'avait pas du tout mentionné le fait que c'était un migrant. Ouais. Mais il faut reconnaître effectivement que maintenant, il y a quand même ces mots qui... Sur l'affaire Kylian et Ouest France, Ouest France parle d'un meurtre normand, bien sûr, et l'AFP ne mentionne pas le fait qu'il soit algérien. Mais l'affaire, mais en fait, ce qui est dramatique sur l'affaire Kylian, c'est encore une fois, on a affaire à un champion de boxe de 17 ans. Ouais. On imagine s'il est champion de boxe et qu'il sait à peu près se débrouiller en cas d'altercation. Mais qu'à chaque fois, et on a vu avec l'affaire, et moi j'ai été à Crépol, donc j'ai rencontré tous ces gars-là, et qui sont des gars incroyables, et d'une force mentale assez incroyable, d'une résilience absolue. Ils sont costauds en fait. Et c'est le drame, c'est-à-dire qu'il y aura toujours, quoi qu'il arrive, qu'on mette les gens les plus adroits du monde, il y aura toujours des agressions dans ce pays, il y en aura partout, tout le temps. Ouais. Mais le drame, c'est que même des gens aujourd'hui costauds, etc., des bandes de garçons, etc., peuvent se faire agresser, mais pour une raison très simple, c'est que nous, pour être très clair, en fait, les petits blancs se battent pas avec des couteaux. Voilà. Ouais. C'est ça la différence. C'est ça, face à un couteau, on peut pas faire grand-chose de toute façon. Oui, mon père disait ça quand j'étais petit. En fait, tu peux courir aussi que tu veux, tu couriras jamais plus vite qu'une balle. Tu peux faire ce que tu veux et te battre aussi bien que tu veux. Quand il y a des lames en face, c'est le problème. Et moi, j'ai vraiment peur, mais je vous le dis, que beaucoup de gens vont commencer. Je sais que beaucoup de jeunes femmes à Paris se baladent avec des gazeuses, se baladent avec des bombes à poivre, etc. Mais que les Français, par peur, commencent à se poser ces questions-là. Moi, je le souhaite pas, justement. C'est parce que je le souhaite pas que j'ai envie qu'on arrive au pouvoir et qu'on arrive à changer cela. Mais des drames au couteau, il y a 120 attaques au couteau par jour. 120 attaques au couteau par jour. En fait, il y a des gens qui se baladent avec des couteaux. C'est pas des meurtres c'est pas des meurtres romantiques où l'amant vient tuer le mari de l'autre, etc. C'est vraiment des types qui se baladent avec des couteaux au cas où ils ont envie de planter quelqu'un. D'ailleurs, on voyait que les ventes de ces outils de défense comme les gazeuses, etc., augmentaient énormément, explosaient. Ouais. Mais malheureusement, les Parisiens, j'ai l'impression, ne se rendent même pas vraiment compte de la sécurité, de l'insécurité plutôt qu'on subit. Parce que vous parliez tout à l'heure de drame du quotidien. Et en fait, hier, quand je faisais mon micro-trottoir, certaines personnes ne voulaient pas être enregistrées, mais m'ont quand même répondu légèrement. Et puis même une des filles qui apparaît dans le micro-trottoir me disait... Que finalement pour eux c'était habituel, que ils se sentaient pas plus en insécurité que ça parce que de toute façon c'est vraiment des faits divers et ça arrive et ça arrivera sans doute encore tous les jours et c'est vraiment malheureux d'en arriver à ce point-là. Il y a une fatalité malheureusement dans ce pays. Je prends l'exemple des VTC. Il y a une fatalité où une jeune femme aujourd'hui en sortant d'un bar à 1h30, 2h du mat à Paris, elle sait alors que qu'elle a 25 minutes de marche, globalement ça se fait, prend un VTC par peur. On sait qu'il y a des rues où il faut pas aller. Vous voyez, dans le 14e, j'étais avec des amis en rentrant du rugby hier, on parlait, les amis qui habitaient me disaient on sait très bien, ici et là, globalement, mon épouse elle se balade pas. C'est dingue. Et en fait, c'est une fatalité. Vous comme nous, on sait très bien, si on va dans le 93 ou dans certains endroits. Mais dans le 93 et même n'importe quel arrondissement. Et même près de la gare Montparnasse. Dans le 7e arrondissement, que je chéris plus que tout. Qui est pour moi le plus bel arrondissement de Paris parce que j'y habite. Calmez-vous. Non. Avec le 16e. Non, c'est bien. Mais le 7e arrondissement de Paris, je sais pas si on se trompe, c'est quand même l'endroit Matignon, Assemblée nationale, Invalides. Je dis ça pour nos auditeurs qui sont pas forcément coutumés de la vie parisienne, de sa géographie, mais c'est l'arrondissement des ambassades, de tout ce que vous voulez. Le plus sécurisé, normalement. Le plus sécurisé de France. Bien sûr. Au Champ de Mars. Si on veut passer du 7 au 15, le plus rapide à pied, c'est de passer par le Champ de Mars. Mais le Champ de Mars, quand on est un jeune homme, ça passe. Mais quand on est une jeune femme, mes amis IES,
ne mettent plus les pieds là-bas le soir, parce que on sait très bien que Mais c'est il y a un eu de enfer. nombreuses agressions sur le champ de Mars, et on Trocadéro, parle- etc. Mais Champ bien de sûr. Mars, Trocadéro, ouais. Et on parle du Champ de Mars, mais je parlerai aussi de l'esplanade des Invalides. Lors de l'été, quand il y a des apéritifs qui se passent sur les pelouses, il est arrivé Des que bagarres. des gangs entiers Ouais. viennent agresser, des racailles viennent agresser les petits apéros là-bas. Juste après, sachant que vous devant avez, les il y a Invalides, y a un enfin. commissariat. Hein. Ah oui, Sous les mais vraiment, oui, il faut vraiment, le dire. en plus, vraiment, Ah non, enfin, c'est- sous les pelouses, quoi. L'impunité, c'est de la c'est folie. l'impunité totale et la fatalité totale. Voilà, impunité pour les racailles et fatalité pour les Français. On parlait des femmes qui se défendent, ne serait-ce qu'autour de cette table. Alors, je vous demande pas de me dire ce que vous avez dans votre sac. Est-ce que vous pensez à vous défendre lorsque vous sortez chaque matin? Est-ce que vous avez de quoi vous défendre dans vos sacs, vous? Moi, en tout cas, je fais toujours très attention quand je pars le matin. Je me dis, certains peut-être pensent que je rentre de soirée, que je suis plus vulnérable, alors que non, je vais au travail, il est 6h donc du ça matin, mais c'est voilà. quand même quelque chose Mais qui... j'y pense tous les matins et je me dis, fais attention quand même, parce que même si j'habite dans le 15e, et ben en fait, on n'est pas à l'abri, Ouais. n'importe où, quoi. Il fait nuit, voilà, Maëlys. évidemment. Ah oui, moi le soir en particulier, j'ai toujours une bombe lacrymo dans mon sac. Et oui, justement, je me fais la même réflexion que Marie quand j'arrive à la radio le matin. J'ai toujours peur de croiser des racailles ou quoi qui pourraient croire que je rentre de soirée alors que non, je vais au boulot. Mais et voilà, donc c'est vrai, c'est assez perturbant. Oh, il parle en connaissance de cause, je sens, ça y est, c'est ce rigo. Adèle, vous pareil? Moi aussi, j'ai toujours une bombe gel lacrymo dans mon sac. Et c'est, enfin, il m'arrive les mêmes réflexions. Notamment là, bon, dans le 16e, ça va relativement, mais je sais qu'il y a un club, une sorte de boîte de nuit dans la rue. Et à chaque fois, quand j'arrive le matin, je vois les gens qui sont en train de sortir de ce club. Je pense pas que ce serait ici forcément que je me ferais agresser, mais en tout cas, j'ai cette réflexion de ah bah moi, je pars travailler, je suis pas, on n'est pas dans le même cas de figure. Mais Ouais. il y a toujours ce Franck, dans votre sac à main, vous avez... Alors, dans mon sac à main, j'ai tout un tas de choses, mais pas de rouge à lèvres, pas de bombe particulière. Mais bon, c'est vrai que je circule très peu à pied, en fait. Je suis souvent en voiture, donc j'habite dans une ville relativement calme et devant le commissariat. Ouais. Il prend quand même des feux d'artifice sur la tête régulièrement, mais enfin bon, ça, c'est ce qu'on appelle un quartier calme maintenant. Bon, on va le passer... folklore français. On passe au dernier sujet, il nous reste quelques minutes. Le périphérique. Non mais Stanislas, vous conduisez, vous? Non. Non, je bah ne vous avez conduis la pas. chance. Non, je ne conduis pas et j'en suis très heureux. Ça conforte dans l'idée de ne pas avoir de voiture à Paris. Le périphérique, il passe à 50 km/h dès maintenant. Vitesse en fait, maximale. Ils ont coupé le périph' cette nuit. Ouais, et cette nuit pour installer tous les panneaux. Putain, mais enfin, je veux dire, pardon. Mesure Non, mais évidemment de la mairie de Paris, de Anne et oui, Hidalgo, et je on est précise. la seule ville à faire ça. Je veux dire, en France, vous allez à Marseille, vous allez à Lyon, etc. Les périphes, on ne les appelle pas périphes, Les mais rocades. les rocades, merci beaucoup, sont tous à 80 km/h. Hein. Ouais, ou 70 dans certains endroits, mais c'est vrai, pas 50. Mais c'est énervant. Oui, c'est énervant. Et je ne sais pas si je peux rebondir sur ce que vous disiez, puisqu'en fait, tout ça, c'est Hidalgo, mais on peut la remercier aussi. Il y a un autre phénomène dont on parle peu. Alors, il y a déjà les tarifs de stationnement qui vont être multipliés par 3 pour les véhicules de plus de 2 tonnes, si j'ai bien lu. 1,6 pour les SUV. Pour certains, Pour oui, certains, alors c'est et un 2 6 tonnes pour pour, certains pour voiture et 2 pour d'autres. Enfin bon, c'est déjà 3 fois, donc vous faites le calcul. Et il y a une chose dont on parle peu, c'est les ZTL, donc les zones à trafic limité qui vont être mises en place là à l'automne de 2024. Et là, ce sera en fait des quartiers, pour l'instant, ça ne concernerait que les 1er, 2e, 3e et 4e, où ces quartiers-là seront interdits en transit. C'est-à-dire que vous pourrez y accéder en voiture que si vous allez dans l'arrondissement. Mais si vous voulez passer, je sais pas, juste traverser, je vous promets. Alors, les commerçants sont évidemment vent debout contre cette mesure, mais visiblement, enfin, vous connaissez la détermination de notre maire de Paris, visiblement, la chose passera. On précise évidemment pour nos auditeurs qui ne seraient pas parisiens que ça concerne les quais de Seine, hein, donc traverser la rive gauche. Voilà, c'est le centre de Paris en plus. C'est un cauchemar. Alors les îles ne seraient pas concernées, mais enfin bon, je mets du conditionnel partout, ça peut changer dans les 10 secondes. Mais c'est rigolo. En fait, tout passe là. Anne Hidalgo, elle chante libre, elle fait ce qu'elle veut. Ah bah Anne Hidalgo, surtout, elle sort d'une séquence avec les Jeux Olympiques, on se dit ah ouais. Bon, ça va finalement. Et puis là, elle se dit non, il faut que je me refasse détester par les Français. Et puis là, surtout, moi, ce qui me met vent debout, c'est que le périphérique, par définition, ne touche pas que les Parisiens. Et au contraire, c'est même plutôt des personnes habitant qui viennent de l'extérieur et qui viennent bosser à Paris. Exactement, et qui vont être pénalisés par une personne qu'ils n'ont pas élue, qu'ils n'ont pas choisie. D'ailleurs, comme beaucoup de Parisiens qui ne votent pas nécessairement à Paris. Et cette personne-là impose des choses absolument lunaires, mais en permanence aux Parisiens. Et je crois vraiment que dès maintenant, il faut préparer l'alternance à Paris. Il faut penser à mettre Anne Hidalgo dehors, parce que honnêtement, ce qu'elle met en place, parce que raconter Franck, c'est passionnant, mais sur
limité, enfin en transit, mais en plus c'est absurde, c'est que chacun mettra évidemment sur son GPS la destination, devra juste changer, ça va emmerder les gens, ça ne va rien changer. Chacun sait, par exemple aussi sur les embouteillages, qu'il y a plus de pollution évidemment quand la voiture doit redémarrer. Tout le monde n'est pas Madame Hidalgo en voiture hybride ou électrique. Donc c'est vraiment absurde. Il y avait une étude là-dessus d'ailleurs, lorsqu'ils ont fermé les quais de Seine, ça a créé des embouteillages au-dessus, donc il y avait encore plus de pollution. C'est complètement débile. Mais d'ailleurs, c'est un vrai sujet, parce que c'est pas pour la fenêtre d'Overton de la voiture, c'est pas un sujet idéologique. La voiture, c'est pas électoralement parlant gagnant pour elle. Non. C'est parce que ça devient un enfer. Ça devient de l'ordre de la stupidité. Mais en même temps, elle est réélue. Oui, mais parce qu'elle est réélue, mais c'est quand même Emmanuel Macron, c'est toujours la même chose. C'est des gens, les gens ne se déplacent pas. Elle est réélue par une minorité de gens. Il y a très peu d'électeurs et en plus, c'est des gens généralement on va traiter des colos-bobos qui sont en c'est le marais. Vous votez à Paris, vous, par exemple? Non, pas du tout. Non, jamais. C'est vrai. Moi, je vote à Paris. Moi, je vote à Paris parce que j'ai envie de voter pour qu'Hidalgo soit plus là. Moi, je vais recommencer à voter à Paris. Voter à Paris. Non, mais ouais, c'est vrai. Il faut se mobiliser, là, il faut aller faire les cartes d'électeurs. Allez, c'est parti, on y va là. Allez, c'est bon, fin d'émission, allez. Non, mais le pire là-dedans pour le périphérique, c'est que même Valérie Pécresse et Bruno Retailleau en a parlé lorsqu'il a été nommé au gouvernement. Les deux sont contre cette mesure, mais Anne Hidalgo estime que c'est la ville de toute façon qui décide et donc qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Mais tout le monde est contre. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est surtout que ça ne concerne pas que les Parisiens. On a bien fait de le rappeler avec Stanislas parce que c'est vraiment tous les provinciaux entre guillemets qui sont concernés et qui en pâtissent de cette politique. C'est les Franciliens qui devraient voter sur ce genre de mesures. Exactement. Oui, absolument. Bravo Franck. Bon, vous circulez comment vous? Écoutez, beaucoup en vélo depuis quelques temps. C'est vrai? Électrique? Ça dépend. Mais on a de la chance d'avoir des pistes cyclables de bonne qualité. Je vous raconte mon enfer un peu, pardon, je raconte un peu ma vie, mais en 2 mots, ce sera un beau mot de conclusion. J'ai un scooter, mon scooter, je me fais voler ma plaque. Génial. Donc, étant très peu administratif, étant un peu lent là-dessus, j'ai toujours pas mis de plaque. Et j'achète un vélo sur le Bon Coin à 45 €, un truc comme ça, mais un vélo miteux. Vraiment, et je me dis, vous le faites voler. Sport. Non, mais je me suis pas fait voler, je me suis fait voler la selle. C'est plus compliqué, ça fait mal quoi. C'est vraiment très pas grave, je vous conseille pas, Maud. On reparlera de ça un peu plus tard. Allez, merci beaucoup, Stanislas Rigaud.